Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Le numéro de ce matin va être tout à fait spécial dans la mesure où non seulement je reçois un confrère, journaliste, mais aussi il est promoteur d'une organisation à but non lucratif et qui fait son chemin. Je veux parler du projet Voix d'espoir. C'est une œuvre du journaliste Michel Joseph que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. De quoi s'agit-il? D'où vient l'idée? Pourquoi ça fait son chemin? Puisqu'en général, certains projets n'existent que l'espace d'un ciment, feu de paille, dit-on. Mais ça tient encore, puisque si je ne m'abuse, ça a commencé en 2020, mais a pris corps effectivement en 2021. Michel Joseph est là pour nous en parler le plus largement possible. Bonjour Michel, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour un petit peu attirer les projecteurs, beaucoup plus de projecteurs sur ce que vous faites, sur une initiative, et c'est vous qui l'avez inventée, et ça marche, ça tient encore. Merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir, merci de recevoir Voix d'espoir ce matin, et pour parler en long et en large de notre mission, de notre travail, mais surtout de la recherche des origines en Haïti. La recherche des origines, c'est là l'objectif de l'initiative. Exactement. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, déjà, il faut dire d'où ça a commencé. Ça a commencé en 2015 avec mon travail en tant que journaliste à Radio-Télévision Caraïbes. Jeune reporter, donc je racontais l'histoire des personnes adoptées qui recherchaient leur famille biologique en Haïti. C'était un sujet, comme tous les autres sujets, tous les matins, à la rédaction. Et un matin, j'ai reçu un appel d'une personne qui m'a proposé d'accompagner une fille qui vit en France et qui voudrait reconnecter ou se reconnecter avec sa famille biologique en Haïti, notamment sa mère biologique. C'était c'était nouveau pour moi en tant que professionnel de la presse, parce que la fille vit en France. Adoption, on en parle en Haïti, mais c'est devenu un sujet tabou. On connaît quelqu'un qui a un enfant qui a été adopté, mais au bout de quelques années, plus de nouvelles et personne n'en parle. On attend que l'enfant retourne à la maison. Donc c'était ça, l'adoption internationale. Et j'ai décidé de raconter l'histoire de la fille. Et au bout de 24 heures, j'ai retracé la mère biologique. On a fait les retrouvailles, il y avait tellement d'émotions. Ainsi de suite, j'ai eu pas mal de requêtes après. Donc j'ai découvert qu'il y avait une nécessité, un besoin énorme de creuser dans ce sujet. C'était quand même de permettre à une personne de retrouver sa famille biologique, mais aussi en tant que journaliste, de questionner. Donc, pourquoi il y a tant de personnes adoptées qui recherchent leur famille en Haïti? Après, il y a eu aussi ces familles biologiques en Haïti qui sont aux abois, qui recherchent des enfants qu'ils avaient confiés à l'adoption internationale. Donc, le besoin est à la fois en Haïti et personne n'adresse ce problème. Donc ça remonte quand même à 10 ans, parce que j'ai commencé avec le reportage en 2015, notamment en décembre 2015. Alors, il y a eu un premier reportage. Un premier, un deuxième, un troisième, et il y a eu par la suite toute une affluence de demandes. Exactement, et surtout en 2015, je devais postuler pour le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia. Donc j'ai postulé avec un reportage sur l'adoption internationale et j'ai remporté le prix. Et je pense que ça m'a donné la mission quand même pour me dire, il ne faut pas t'arrêter, parce que là, tu as une responsabilité envers cette communauté et envers toutes ces familles qui recherchent également leurs enfants qui ont été adoptés par le passé. Et l'histoire a été plus ou moins intéressante, puisque je présume que toutes les familles contactées ou consultées
famille Biologique. biologique, elles avaient toute une histoire propre à elles. Je veux dire, pourquoi vous avez abandonné votre enfant? Ouais, Pourquoi vous avez confié votre enfant à quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Ouais. Donc il doit y avoir un nombre assez important de témoignages en ce sens. Exactement. Je ne vais pas parler d'histoires intéressantes parce que chaque histoire est unique. Donc, Oui. pour chaque adopté ou pour chaque famille biologique, chaque histoire est plutôt unique. Et moi, j'ai pris le temps d'écouter chaque témoignage et chaque témoignage est unique. Peut-être qu'on va dire, ouais, la majorité des familles en Haïti qui ont donné des enfants à l'adoption, c'était peut-être parce que la famille n'avait pas les moyens pour en prendre soin. Mais chaque enfant ou bien chaque personne adoptée a un parcours unique, donc avec une histoire unique, soit par rapport à la façon dont l'adoption a été faite ou par rapport à la façon dont cette personne a vécu son adoption, parce que chaque parcours d'adoption est unique également. Mais oui, avec le temps, j'ai écouté pas mal de témoignages, des témoignages certaines fois qui donnent froid dans le dos. Qui, Oui, ça, j'allais vous demander. Il y en a qui sont tristes. Très tristes. Très triste, parce très triste. que certaines adoptions sont mal tournées avec le temps. Imaginez un enfant qui a été adopté à 3 ans et quand cet enfant est arrivé dans la famille d'accueil, au bout de 2 ans ou de 3 ans, l'adoption est interrompue, tout simplement parce que la famille adoptive n'est pas parvenue à poursuivre l'adoption avec cet enfant et à ce moment, c'est l'État qui prend le relais. Donc cet enfant a été abandonné par sa famille biologique et quand il est arrivé dans sa famille d'accueil, un autre abandon. Donc c'est-à-dire c'est un parcours assez difficile pour certains enfants qui ont été adoptés et ça laisse pas mal de séquelles dans la vie de ces personnes. Les parents adoptifs se trouvent généralement à l'étranger. À l'étranger. Oui. États-Unis, En France, la Suisse, la Belgique, la Hollande, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis de moins en moins. Mais là, par rapport à notre base de données, on a beaucoup plus d'adoptés en France. Notre communauté d'adoptés s'agrandit de jour en jour en fait en France. Et là, pour la France, j'ai des chiffres. En 2026, je pense qu'on est à plus de 7600 adoptés en France d'origine haïtienne. vous êtes en contact avec toutes ces personnes? Non, pas en contact avec toutes ces personnes. Déjà, toutes les personnes adoptées ne recherchent pas leur famille biologique. Et c'est vrai que là, en Haïti, peut-être toutes les familles biologiques espèrent un jour retrouver des enfants qu'ils avaient confiés à l'adoption. Mais à l'étranger, c'est assez différent. Il y a des enfants qui recherchent, il y en a ceux qui ne sont pas intéressés tout simplement. Ouais. Quelle est la situation en Haïti? Quand vous parlez de la situation, on est par rapport aux familles. Est-ce qu'il y a des familles adoptives aussi, des enfants adoptés, mais qui se sont un petit peu dispersés? C'est un peu compliqué par rapport à l'adoption nationale. Donc il faut faire la différence. Il y a l'adoption simple. L'adoption simple, c'est l'adoption nationale quand un membre de la famille décide d'adopter un enfant de la famille ou un autre enfant à travers le pays. Ça, c'est l'adoption simple. Et il y a l'adoption plénière. L'adoption internationale à partir de 2013 est devenue plénière. Donc, c'est-à-dire, même si un membre de la famille adopte un enfant en Haïti, donc si cette famille vit à l'étranger, ça devient une adoption plénière parce que l'enfant va quitter le pays pour aller vivre à l'étranger et ça doit suivre tout un processus. Donc, c'est une adoption plénière. Donc, s'il y a de compliqué dans l'adoption simple en Haïti, parfois, c'est un membre de la famille qui adopte un enfant de la famille. Et parfois, ce sont des secrets bien gardés. Personne n'ose en parler. La mère biologique ou le père biologique est dans la maison ou est dans la famille, sur le quartier ou n'importe où dans le pays. Donc, il faut être prudent pour que l'enfant ne découvre pas, oui, c'est ma mère biologique ou c'est mon père biologique. Donc, nous, à Voix d'Espoir, on n'est pas vraiment dans la logique d'accompagnement pour des personnes qui ont été adoptées sur le territoire haïtien parce que ça peut briser quand même toute une famille. Si la famille veut garder le secret, donc c'est pas évident. Nous accompagnons de préférence des personnes qui ont été adoptées à l'étranger et qui souhaitent retrouver leurs origines en Haïti. Votre partenaire privilégié en Haïti, c'est l'Institut du bien-être social ou pas? Ça devrait être l'Institut du bien-être social et de recherche. Ce n'est pas le cas? Mais non, parce que on est
c'est comme si on faisait le contraire de ce que fait l'Institut du bien-être social et de recherche. L'Institut du bien-être social et de recherche est l'autorité en la matière. Donc, la loi de 2013 fait de l'IBESR l'autorité en matière d'adoption, la seule autorité d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement de complications dans les dossiers d'adoption par le passé. Donc, il y a eu cette nécessité d'adopter la nouvelle loi de 2013, donc pour protéger, pour mieux encadrer le processus d'adoption. Donc, ça fait de l'IBESR l'autorité en la matière. Donc, l'IBESR encadre le processus d'adoption, mais Voix d'espoir est dans la recherche des origines. Donc, d'autant plus que nous n'avons pas affaire avec des mineurs, donc on n'est pas dans l'enfance, on a affaire avec des personnes majeures qui souhaitent retrouver leur famille biologique en Haïti. Bon, on dit dans la nouvelle loi que les personnes qui ont été adoptées n'ont pas le droit de rechercher leur famille, ou ça coupe définitivement les liens entre la famille biologique et la personne adoptée, parce que l'adoption plénière, c'est ça, ça coupe définitivement les liens. Les liens de filiation entre famille biologique et la personne adoptée. C'est dans l'intérêt supérieur de la personne adoptée, donc pour que cette personne puisse vivre pleinement son adoption dans sa famille d'accueil. Donc, on est un petit peu... le travail est un petit peu différent entre l'IBESR et Voix d'espoir. Alors, à la lumière des témoignages reçus, c'est quoi le schéma classique pour adopter un enfant? On va vers un orphelinat ou bien on contacte quelqu'un pour faire savoir que le besoin est là, est-ce que ce quelqu'un-là peut aider? C'est quoi le schéma classique? Même si Voix d'espoir n'est pas dans l'adoption, mais bon, vu qu'on travaille avec des personnes adoptées, donc c'est quand même nécessaire de cerner le processus. Donc dans le temps, c'était pas si bien encadré, c'était pas si... En fait, le processus était mal encadré. Dans le temps, il fallait tout simplement avoir recours à un orphelinat, un avocat, un juge. On va chez le juge, on signe les documents. Et c'est après, l'IBESR est intervenu dans le processus pour l'histoire sociale de l'enfant. Là, on travaille avec des travailleurs sociaux, des psychologues, donc pour raconter l'histoire de l'enfant, pour construire l'histoire sociale de l'enfant. Mais beaucoup d'adoptions, dans le temps ou par le passé, n'avaient pas respecté les procédures. Et c'est pourquoi on a ce problème aujourd'hui par rapport à cette quantité de personnes adoptées qui recherchent leur famille biologique en Haïti. Et il est difficile pour ces personnes de trouver soit des documents légaux, pour trouver de bons documents pour retrouver leur famille biologique en Haïti. Mais à partir de 2013, donc, pour pouvoir adopter un enfant en Haïti, donc, il faut nécessairement, le processus passe par l'Institut du bien-être social et de recherche, donc à travers des OAA, des organismes d'adoption à l'étranger, donc qui donnent une autorisation déjà à cette personne qui vit à l'étranger, pour évaluer la personne ou la famille, pour dire que cette famille est éligible pour adoption, et qui va donner un document à cette personne, et comme ça pour faire les suivis auprès de l'Institut du bien-être social et de recherche. Et c'est un processus assez lourd maintenant. Compliqué aussi. Ça devient plus compliqué. Surtout quand on cherche les familles biologiques. Alors, moi j'ai envie de vous dire de me parler de la satisfaction éprouvée chaque fois qu'une démarche est abouti. Ouais, c'est ça. C'est un processus assez lourd avec beaucoup d'émotions, parce que dans la recherche des origines, ça ne commence pas quand on fait une publication, par exemple, pour rechercher la famille biologique. Parce que la recherche des origines, ça commence à partir des questionnements. Cette personne qui a été adoptée quand elle était petite en Haïti, à 3 ans, à 2 mois et demi, ou quand elle est née, et au bout de 5 ans ou bien au bout de 10 ans, cette personne commence à se poser des questions. Et pour moi, la recherche commence là. Je pose des questions: avec qui je ressemble? Qui sont mes vrais parents? Parce qu'au bout de quelques années, la personne va quand même trouver des informations qu'elle a été adoptée.
Et parfois, il y a certaines familles adoptives qui sont bienveillantes et qui optent pour la vérité dès le départ, qui dit à l'enfant, oui, tu as été adopté, voici les documents, et si d'aventure tu veux retourner sur la trace de ta famille biologique, libre à toi. Et il y a certaines familles adoptives qui encadrent le processus de recherche des origines pour les adopter. Et comme ça devient moins lourd. Et parfois, il y a des adoptés qui refusent de chercher parce que ils ne veulent pas être traités d'ingrats, par exemple. Il y a des gens qui disent, parfois je regarde dans les commentaires, ouais, tu adoptes un enfant et après 18 ans, cette personne décide d'aller rechercher sa famille. Oh, on est la vraie famille parce qu'on a encadré, on a éduqué, on a élevé. Mais ces gens ne sont pas conscients de ce besoin humain pour une personne de retrouver ses origines. Et il y a cette phrase qui revient toujours dans les recherches, j'ai besoin de savoir qui je suis. Et pour savoir qui je suis, je dois savoir d'où je viens pour savoir d'où je veux aller. Donc ça... Avez-vous en tête un souvenir d'une ambiance de reconnexion, de retrouvailles? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Certains souvenirs sont tristes, mais d'autres sont tout aussi réjouissants. Parce que moi, j'ai assisté à toutes ces retrouvailles et je garde de beaux souvenirs de ces retrouvailles. Ben, si on parle des retrouvailles, par exemple, que j'ai eues en novembre 2025, par exemple, il y a ce fils qui a retrouvé sa maman. On a lancé les recherches en 2024 par le biais d'une institution partenaire avec laquelle on travaille, c'est le SSI France. Et on a lancé les recherches et on a retrouvé la mère biologique. Et on a préparé les deux parties pour les retrouvailles. Parce qu'on ne peut pas juste les mettre en contact, il faut préparer les deux parties. L'adopté est encadré en France par l'institution et la famille est encadrée en Haïti par voie d'espoir avant les retrouvailles. Et le jour des retrouvailles, je me rappelle de cette conversation, cet adopté qui a dit à sa maman, ça fait du bien de pouvoir mettre un visage sur ce mot « maman » parce que l'adoption ou la connexion avec sa mère adoptive, ça a mal tourné et donc il était seul depuis un bon bout de temps. Donc retrouver sa mère biologique était quand même une bonne chose pour lui. Et la maman avait un téléphone, pas de dernier cri, et il a dit à son fils, malheureusement, je ne suis pas trop belle. Si tu vois que je ne suis pas trop belle, le téléphone n'est pas de bonne qualité. Et la phrase de l'adopté, maman, ne t'inquiète pas, le plus beau, c'est l'instant qu'on vit en ce moment. Tu es belle, mais le plus beau, c'est ce qu'on vit en ce moment parce que je l'avais rêvé depuis longtemps. Moi, j'ai failli pleurer. Donc, à chaque reprise, donc à chaque retrouvaille, il y a ces conversations. Comment vous organisez tout cela? Est-ce que vous prévoyez souvent une cérémonie, je dirais en présentiel, ou bien ça se fait à distance? Ça varie. Dans le temps, quand il y avait possibilité pour des adoptés de rentrer au pays, parfois on organisait des rencontres en présentiel, mais là, c'est pas évident. Surtout, des adoptés ont l'interdiction de rentrer au pays par rapport à la situation d'insécurité. Donc, il est formellement interdit pour des adoptés, notamment de la France, de venir au pays. Mais j'ai aussi des souvenirs des adoptés qui sont entrés au pays. Et je me rappelle en 2021, une Canadienne d'origine haïtienne est entrée au pays pour faire des recherches. Et une amie m'a mis en contact avec elle. On a raconté l'histoire pendant qu'elle est encore au pays. Donc, 24 heures plus tard, on a retrouvé la famille. On avait planifié les retrouvailles dans un restaurant. Et ça a ému vraiment toute la communauté parce qu'on avait publié la vidéo sur Internet. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions. La famille qui était là, qui attendait quand la fille allait arriver. On avait bien organisé tout ça pour susciter beaucoup d'émotions. Et cette première rencontre, ce premier mot, ce premier regard, mais ça vaut de l'or, Renel. Et cette fille qui n'arrive pas à comprendre sa mère qui parle en créole et la mère non plus qui ne comprend pas. Et c'est pourquoi Voix d'Espoir est toujours là pour encadrer les retrouvailles à chaque fois.
Et, parce que certaines fois, il y a de l'incompréhension, il y a cette explication de la famille biologique que l'adopté ne comprend pas trop bien. Il y avait une date dans l'acte de naissance qui a été falsifiée. Il y a des noms qui ont été falsifiés ou des informations qui ont été falsifiées dans les documents d'adoption. Et bien du coup, quand la famille dit « ouais, tu es né en avril », l'adopté dit « non, je ne suis pas né en avril, je suis né en décembre ». On dit « ok, on a mis décembre parce que pour être éligible, donc il fallait pas avoir 5 ans, il fallait pas avoir 6 ans, donc il fallait avoir 4 ans. Donc certaines fois, on ment dans les documents d'adoption donc pour faciliter le processus. J'avoue que c'est passionnant, Michel Joseph. On va faire la pause et on revient. Il y a d'autres questions qui me taraudent un petit peu l'esprit et que je prendrai quand même plaisir à vous poser au retour. Par exemple, est-ce que parfois il n'y a pas d'inquiétude parce que quand on parle d'adoption, souvent les gens pensent que c'est une démarche qui s'apparente par exemple à de l'esclavage et autres. Je verrai avec vous si d'aventure on n'a pas pensé à aborder ce point-là avec vous. Quel genre de témoignage en ce sens vous avez reçu des parents biologiques par rapport à leurs enfants? Donc tout ça, ce sera tout de suite après la pause. On verra tout ça après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Michel, de son vrai nom, Michel Joseph, journaliste, il est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping Et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Michel Joseph, promoteur de Voix d'Espoir. C'est un projet de recherche des origines. Exact. Dites-nous, Michel Joseph, comme je l'ai dit avant la pause, il n'y a pas eu de parents qui protestent contre un processus d'adoption de leurs enfants? Là, en Haïti. En Haïti. Je pense que dans le temps, les parents n'étaient pas vraiment bien informés de ce que c'est l'adoption internationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que le processus est mieux encadré, donc l'IBESR donne des informations, j'aime souvent le dire. Donc, je salue le travail de l'Institut du bien-être social et de recherche par rapport au processus d'adoption, au processus d'encadrement de l'adoption internationale. Je me rappelle avoir été une fois à l'IBESR et j'ai suivi une séance d'information ou de formation pour les familles biologiques. C'est-à-dire, on dit à la famille, voilà dans quoi est-ce que vous rentrez. Donc, le processus d'adoption, ça va couper les liens, vous n'aurez plus accès à l'enfant, donc c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, les parents acceptent et signent des documents avec leur consentement. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. Donc, il y avait ces personnes qui venaient dans les quartiers, dans les villes de province, et qui arrachent des enfants dans leur famille pour aller apporter dans des orphelinats et pour confier à l'adoption internationale. Il y a des documents où il n'y a pas l'identité des familles biologiques parce que ce ne sont pas les familles biologiques qui avaient signé le document pour confier l'enfant à l'adoption internationale. Donc, parler de protestation, ce n'était pas possible parce que les familles avaient vu dans l'adoption un moyen de survie pour l'enfant. Un bon débarras aussi. Voilà, parce que je ne peux pas avec l'enfant. Si je laisse l'enfant ici, il va mourir. Il ne peut pas aller à l'école. Si je trouve quelque part où on peut en prendre soin, donc pourquoi pas. Est-ce que le processus s'accompagne, par exemple, de frais, par le processus de recherche, le processus d'adoption? Sur quelle base, par exemple, je confie mon enfant ou bien un orphelinat donne un enfant à une famille? Est-ce qu'il y avait de l'argent? Oui, il y avait de l'argent et beaucoup d'argent surtout. Et dans la chaîne, je pense que c'est seulement les familles biologiques qui n'en avaient pas reçu. C'est-à-dire le juge qui signe le document, l'avocat qui traite le dossier, l'orphelinat qui confie l'enfant. Donc c'était, désolé de le dire, c'était une activité mercantile. Donc chaque enfant
avait quand même un prix, parce que les familles adoptives dépensaient beaucoup d'argent pour avoir un enfant Et ces familles-là vous ont révélé des choses, des prix par exemple, que ça leur aurait coûté par exemple? Oui, que je vais garder de citer, mais c'est un processus qui coûtait ou qui coûte encore beaucoup d'argent, l'adoption internationale. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc une famille des milliers de dollars. Oui, une famille qui n'a pas d'argent aujourd'hui ne peut pas venir adopter un enfant en Haïti. Ça, il faut être clair là-dessus. Le processus est mieux encadré, certes, mais ça coûte beaucoup plus d'argent que dans le passé. Donc ces familles étaient dupées certaines fois parce que elles n'avaient pas beaucoup d'informations sur le processus. Je ne sais pas si vous aviez l'habitude d'entendre « ouais, je vais fermer l'enfant chez Madame Intel. Je vais confier l'enfant à la compassion ou à un orphelinat. Les parents n'ont pas de temps, le père va au jardin tous les jours, la maman est Madame Sarah, qui se débrouille pour prendre soin de la famille. Mais OK, il y a ce petit enfant qu'on ne peut pas laisser à la maison, qui ne peut pas aller à l'école, eh bien, OK, on va confier l'enfant à un orphelinat. Mais au bout de 2 mois ou au bout de 6 mois, quand la mère est passée à l'orphelinat, l'enfant n'était plus là et l'enfant est parti. Même si les parents ont signé des documents... On n'a pas de droit de... Même si les parents ont signé des documents, je pense que les parents ne savaient pas ce qu'ils signaient par le passé. Et on avait promis à certaines familles que l'enfant allait retourner 18 ans après. C'était ça le principe de l'adoption. Donc l'enfant part pour aller à l'école, pour aller dans une famille, on va en prendre soin. Et au bout de 18 ans, l'enfant va retourner. Quand il sera majeur, l'enfant va retourner pour... Et c'est un enfant qui est pratiquement vendu, livré, vendu. Je ne vais pas dire vendre parce que vu que je travaille dans le domaine, je pense qu'il y a certains termes que je ne peux pas utiliser parce que ça fera mal à un adopté ou certains adoptés pensent qu'ils ont été vendus. Mais dans certains pays, oui, certains adoptés ont été vendus. Et aujourd'hui, il y a toute cette mobilisation de la communauté d'adoptés à l'étranger, en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, mais qui réclament justice. Dans la recherche des origines, pourquoi est-ce que les adoptés ne passent pas par l'IBESR? Pourquoi, en fait, certains passent par vous? Parce qu'on est plus efficace. Et puis, l'IBESR n'est pas dans la recherche des origines. Non, alors, comme étant donné, je présume que l'Institut est impliqué dans le processus d'adoption. L'Institut est impliqué dans le processus d'adoption parce que pour les documents, donc ça vient comme ça, les documents viennent quand même du bien-être social, donc pour attester que oui, ces documents sont normaux et que ces pièces sont normales, il s'agit vraiment de la famille. Mais là, dans la recherche des origines, quand des adoptés saisissent l'Institut, donc c'est pas toujours évident de trouver des résultats. Déjà, l'IBESR est occupé avec l'enfance en Haïti, avec les processus d'adoption. Il n'y a pas de registre, il n'y a pas d'archives. Il y a de registres, mais là, si vous allez à l'Institut pour demander des documents pour une adoption qui a été effectuée en 1982, par exemple, donc désolé, Wendell, c'est pas évident. Il y a certains adoptés qui n'ont pas de documents d'adoption. Il y a certains adoptés qui ont qu'un nom qui est écrit, voilà, sur un bout de papier. Il dit ouais, il s'agit de la mère ou il s'agit du père biologique. Il y a certains adoptés, par exemple, quand on regarde dans les documents, il y a le nom du maire de la ville qui est inscrit comme père de famille parce que cet enfant a été abandonné à l'hôpital, cet enfant a été abandonné dans les rues, mais on a ramassé et puis il y a cette loi qui dit que le maire de la ville est le père de tout enfant abandonné. Il n'est pas seulement le premier citoyen de la ville. Exactement. Donc là, j'ai vu dans des documents le nom de certains maires de la ville de Port-au-Prince. Par exemple, Mano Chalmaille, de Regretter Mémoire, le nom de Evans Paul, ancien maire de Port-au-Prince, Jacques Roumain. Ils sont tous...
franc-commun au Japon. Franc-commun, désolé, franc-commun. Mais ils sont au courant qu'ils sont pères d'enfants? Ils doivent être au courant parce que la loi donc, était claire que... non, si vous me demandez de signer un document, donc ça ne veut pas dire que je m'engage à être considéré comme... C'était automatique. Donc, ils ne pouvaient ne pas signer un document donc, que la loi exige qu'ils signent. Donc, ces enfants, par exemple, dans leurs documents... Ils voient que le nom de mon père biologique ou le nom de mon père, ou c'est le maire, c'est un tel, bon, je vais chercher qui est mon père et malheureusement, non, c'est l'ancien maire de la ville, donc c'est pas votre père biologique. Il n'y a pas de risque que les familles présentées ne soient pas de véritables familles. De véritables familles biologiques. Dans le doute, voie d'espoir s'abstient. Donc, toutes les recherches qu'on a menées dans le temps ou toutes les retrouvailles qu'on a effectuées, on s'est rassuré qu'il s'agit vraiment de la famille biologique, soit par rapport à des pièces. Ce n'est pas certaines fois, ce n'est pas évident parce que tremblement de terre, autres catastrophes naturelles, beaucoup de familles ont perdu et photos et pièces d'identité. Donc ça, c'est le plus grand problème que l'on rencontre dans la recherche des origines ou dans la recherche pour les personnes adoptées en Haïti. Parfois, les familles n'ont pas vraiment de documents pour justifier « oui, je suis de la famille biologique ». Est-ce que vous avez une petite photo? Non, malheureusement. Mais dans la plupart des cas, donc les retrouvailles qu'on a effectuées, donc on s'est rassuré qu'il s'agit vraiment de la famille biologique. Vous n'avez pas encore pensé au test de l'ADN? On est à fond dans ce processus et je pense que Voix d'espoir aujourd'hui est... comment je vais dire, est le leader en fait dans la question aujourd'hui en Haïti, dans la recherche des origines. On a actuellement un projet en cours dans le département du Sud et dans le Nord. Donc, on a 3 bureaux. Alors, il y a le bureau de Port-au-Prince qui gère la coordination et qui accompagne les opérations de recherche pour les personnes adoptées. On lance les recherche par enquête de proximité. Par exemple, si une personne adoptée nous contacte, on va voir dans notre base de données, d'ailleurs, parce qu'on a une base de données qu'on a commencé à construire depuis 2021. Donc là, on est à plus d'un millier de familles biologiques enregistrées dans la base de données. On va dans la base de données pour voir si la famille est enregistrée. Si la famille est enregistrée, donc on suit le processus pour informer la personne adoptée. On recontacte la famille pour revérifier les documents que la famille avait déjà soumis. Et si la famille n'est pas dans la base de données, on mène une enquête de proximité par rapport à la zone parce que avec ces déplacements à répétition, donc même si on avait une adresse, c'est pas évident qu'on va trouver la personne à Cité-Soleil, à Delma ou à Pétionville. Donc on mène une enquête de proximité pour savoir si la personne est toujours dans la zone, même si c'est dans une ville de province. Et sinon, on passe directement par des annonces sur les réseaux sociaux ou à la radio, parce que Radio Caraïbe est un partenaire de premier rang, parce que ça a commencé avec Radio Caraïbe à travers mes reportages. Et là, jusqu'à présent, des annonces pour la recherche des familles biologiques passent encore par Radio-Télévision Caraïbe. Donc, c'est ça le processus. Donc, les bureaux enregistrent actuellement les familles biologiques sur le terrain. Donc, on avait un bureau dans la ville de Jérémie donc, qui enregistrait les familles de la Grand'Anse. Là, on a un bureau dans la ville d'Ekaï qui enregistre les familles du Sud, donc le Grand Sud, depuis l'année dernière. Et on a un bureau dans la ville du Cap-Haïtien et qui enregistre les familles du Grand Nord avec possibilité de faire des outreaching. C'est-à-dire, si la famille ne peut pas nous rejoindre au bureau à Cap-Haïtien, on organise des missions pour aller retrouver les familles dans leur communauté. On fait passer des annonces dans les églises, à la radio, avec des porte-voix, donc pour toucher les familles. Et comme ça, on y va et on enregistre les familles biologiques. Donc, à chaque période, on envisage un événement où on accueille une centaine de familles et on procède à des tests ADN. On fait des tests ADN pour les familles, comme ça, pour donner
la possibilité à ces familles de retrouver des enfants. Mais tout ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Que nous n'avons pas. Au début, vous avez dit, j'ai parlé d'organisations à but non lucratif. Oui, c'est ça, Voix d'espoir. On est enregistré au ministère des Affaires sociales et du Travail. Comment vous vous y prenez pour faire face aux exigences, aux frais, aux dépenses Or, vous n'avez apparemment pas les moyens. Non, on n'en a pas. Quand j'avais commencé en 2015, en fait, tout ce que faisaient les travaux de recherche, donc c'était le journaliste qui faisait son travail. On me paie à la radio pour travailler, donc faire un reportage, c'est normal que je fasse un reportage pour aider une personne adoptée. Mais avec le temps, ça a pris une telle ampleur et que je voulais institutionnaliser la question de la recherche des origines. Donc, on a décidé de créer Voix d'espoir. Donc, Voix d'espoir est créée en 2020. Donc, à ce moment, il nous fallait beaucoup plus de moyens pour les recherches et pour tout le processus. Dans un premier temps, c'était mes moyens. Donc, quand j'en ai, pour faire les retrouvailles, mes recherches, c'est moi. Pour déplacer, pour aller trouver les familles, c'est mes moyens à moi. Pour faire les retrouvailles, encore une fois, c'était mes moyens. Annoncez-moi la bonne nouvelle. À partir de 2024, on a rencontré un partenaire en Hollande qui s'appelle Plan Quisqueya. Plan Quisqueya, c'est une organisation sœur, c'est une fondation fondée par 2 personnes adoptées d'origine haïtienne. Donc, qui accompagnent des personnes adoptées non seulement d'origine haïtienne, mais d'autres personnes adoptées aussi. Donc, on a collaboré avec Plan Quisqueya, où la collaboration a commencé depuis 2024. Et c'est Plan Quisqueya qui nous accompagne financièrement à travers INEA, qui c'est l'autorité en matière d'adoption en Hollande. Je dois rappeler que la Hollande, c'est le premier pays qui avait stoppé ou arrêté l'adoption internationale quand les autorités ont découvert qu'il y avait trop de désordre dans l'adoption internationale parce que les adoptés dans leur pays souffrent amèrement de ce problème de recherche des origines. Donc les autorités avaient même demandé pardon à la communauté d'adoptés et avaient décidé de mettre à disposition de ces personnes des moyens pour la recherche des origines. Donc Plan Quisqueya était censé être le leader en fait dans la recherche des origines en Hollande. Et on a rencontré Plan Quisqueya qui fait le même travail que nous. Et Plan Quisqueya avait l'habitude de rentrer en Haïti pour faire des tests ADN, repartir avec les tests et les publier pour donner des possibilités de retrouvailles à ces personnes adoptées, notamment en Hollande. Donc, avec la situation du pays, Plan Quisqueya ne pouvait plus rentrer au pays. Et vu qu'on fait le même travail, donc Plan Quisqueya donne cet accompagnement pour au moins employer une personne pour enregistrer les familles biologiques, pour trouver les tests ADN et organiser tout le processus, voyager avec les tests pour aller apporter au laboratoire aux États-Unis et pour encadrer tout le processus de recherche. 5 ans après, c'est quoi le bilan? Une dizaine, une vingtaine? Je ne vais pas m'enorgueillir, mais c'est un bilan assez positif et très lourd, Wendell. Là, on a dans notre base de données, 5 ans après, près de 2000 familles biologiques enregistrées donc, à travers tout le territoire. Et c'est quand même près d'une centaine de retrouvailles pour des familles biologiques et des personnes adoptées. Et là, on a des projets en cours sur le terrain, donc des bureaux à Port-au-Prince, des bureaux dans la ville d'Écailles et dans la ville du Cap haïtien. Et pour moi, c'est assez satisfaisant comme bilan. Voix d'espoir représente aujourd'hui l'espoir pour ces personnes adoptées, mais aussi pour ces familles biologiques qui n'ont nulle part où aller se plaindre d'ailleurs. Je prends une question d'un auditeur ou auditrice. Est-ce que ce n'est pas mieux de dire la vérité à l'enfant, car ce qu'on cache à l'enfant, le plus souvent, l'enfant le sait? C'est tout un processus. En fait, ça peut briser l'enfant à un certain âge. Donc, dire la vérité à l'enfant dès 3 ans ou dès 4 ans, l'enfant peut ne pas comprendre, en fait. Donc, il y a vraiment une période où l'on doit dire à l'enfant « Ok, vous avez été adopté, voilà la vérité. Et si vous voulez
retrouver vos origines, voilà les moyens et voilà comment. Il y a de ces familles adoptives qui sont bienveillantes et qui accompagnent les personnes adoptées même au pays, pour rentrer au pays et pour effectuer des recherches de leur famille biologique. Certaines fois, je suis contacté par des familles adoptives pour la recherche de Parce que leurs enfants. Même les parents adoptifs peuvent ne pas savoir d'où viennent les enfants ou encore les familles biologiques. Oui, parfois les contacts sont coupés. Au bout de quelques années, parfois les parents adoptifs envoient des photos et les familles biologiques peuvent voir l'évolution de l'enfant. Elles envoient peut-être de l'argent aussi, parfois. Je ne pense pas qu'il y a ça dans leur contact, mais les parents adoptifs envoient de petites photos, photos d'anniversaire, photos de Noël, photos de graduation, photos pour voir l'évolution de l'enfant. Si la famille a d'autres enfants, on va dire naturels, donc on voit les adoptés sur des photos avec des frères et sœurs de la famille adoptive. Mais au bout de quelques années, le pont est coupé et c'est le silence total. Pour terminer, Michel, tout n'est pas toujours rose pour vous. Absolument pas. Il y a des témoignages glaçants, il y a des expériences mauvaises, il y a en fait, je présume que les enfants adoptés, eux aussi, ne sont pas toujours heureux. Pas toujours, pas toujours. On a quelques secondes pour en parler. Il faut le dire, chaque parcours d'adoption est unique, comme je l'avais dit au départ. Mais pour certaines personnes adoptées, ça a été catastrophique et infernal. Certaines personnes adoptées ont vécu l'enfer dans leur famille adoptive. Certains témoignages rapportent que dès l'arrivée dans la famille d'accueil, c'est comme une famille, quand on va au marché Wendell, l'image n'est pas la meilleure, mais on va au supermarché, on prend un produit, on n'aime pas et on dépose. Dans certaines familles, c'était comme ça. C'est comme l'enfant quitte son pays d'origine, part dans une famille d'accueil parce que, pour son épanouissement et pour son bien-être. Et quand l'enfant est arrivé dans la famille d'accueil, la famille d'accueil estime, c'est parce que je voulais la façon dont il est, cet enfant. Non, j'en veux pas, je pense pas que je vais pouvoir continuer à élever cet enfant. Et voilà, ça commence le calvaire de cet enfant. Cet enfant qui n'est pas désiré dans sa famille biologique et qui ne l'est pas non plus dans sa famille d'accueil. Donc, imaginez le calvaire de cet enfant. Donc, c'est tout à fait infernal. Donc, ça va laisser beaucoup de séquelles pour la personne adoptée. Et certains sont arrivés au pire, en fait. Vraiment, la dernière... qu'est-ce qui peut porter une famille à partir à la recherche d'un enfant? Aujourd'hui, si le couple n'arrive pas à enfanter ou d'autres raisons? Ça répond à plusieurs besoins. Dans certains cas, oui, parce que c'est le besoin de filiation. On appelle ça besoin de filiation. Oui, parce que le couple n'arrive pas à avoir d'enfant et décide d'adopter un enfant à l'étranger. Parce que c'est peut-être plus facile de trouver par rapport aux conditions de vie. Donc, c'est plus facile de trouver un enfant dans les pays d'Afrique ou en Haïti. Donc, une bonne partie des enfants adoptés proviennent d'ailleurs de ces pays à faible moyen, des pays en crise, qui connaissent très souvent la catastrophe, des troubles politiques. L'autre besoin, c'est tout simplement, il y a de ces familles qui ont déjà des enfants naturellement, mais qui décident par générosité, qui décident d'aider une famille dans un autre pays et qui décident d'adopter un enfant à l'étranger dans un pays pauvre, on va dire comme ça. Mais il y a de ces familles qui avaient adopté un enfant à l'étranger et puis après qui ont d'autres enfants naturellement. Donc ça arrive dans certaines familles. Qui n'arrivent pas à s'entendre. Ouais. Bon,
On doit terminer, on doit partir entre satisfaction et déception de votre côté. Ça continue encore et encore. Et vous en êtes fiers. Vous êtes fiers d'avoir embrassé cette cause. C'est une cause qui est arrivée sur mon chemin et je pouvais pas dire non. Et là, je pense que c'est la plus belle des missions que je pourrais porter. Parce que vous aimez ce que vous faites. J'aime souvent le dire, de tout ce que j'ai déjà accompli dans ma vie et de tout ce que j'aurai à accomplir, je ne pense pas qu'il y aura une plus grande mission que Voix d'espoir. Merci infiniment, Michel. Merci, Wendell, et merci pour cette opportunité. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Joseph était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une très bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Accordia